Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour est une femme à la barre d'une direction administrative dont les prérogatives s'étendent sur toutes les eaux territoriales de la principauté. Forte de son expérience dans l'administration de la mer en France, elle est depuis 12 ans le directeur des affaires maritimes de Monaco. Bonjour Armelle Roux-Delafont. Bonjour Geneviève. Armelle, on dit une femme à la barre d'une direction administrative, ça a l'air comme ça un peu rigoureux, mais une direction des affaires maritimes, c'est avant tout ouvert sur la mer, quoi. Oui, en fait, à la barre, moi, ça me va très bien. Parce que la direction des affaires maritimes, c'est une sorte de bateau. Et ce qui est important pour un bateau, c'est que quelqu'un tienne la barre et aille dans la bonne direction. Donc, ça me va très bien et c'est tout à fait conforme aux missions de la direction des affaires maritimes. Ouais, enfin, en plus, toi, à la barre, c'est quelque chose qui t'a toujours plu, le bateau en général. Alors, moi, je suis née à Toulon et j'ai un père brestois et une mère sétoise. Le bord de mer, voilà. C'est plus que naturel. Je pense que dans mon sang, j'ai un peu d'eau salée. Un peu d'eau salée dans ton sang. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise sur les bateaux, tu es à l'aise avec les marins, tu es à l'aise dans ce monde. Alors, je suis très à l'aise dans ce monde, ce qui ne m'empêche pas de temps en temps d'avoir le mal de mer, mais j'ai eu une appétence pour le monde de la mer, d'abord pour les marins, les équipages, les bateaux, et les paysages marins, l'environnement marin, oui, la mer et toutes ses déclinaisons. C'est facile quand on est une jeune femme et qu'on décide qu'on veut travailler dans ce milieu. Est-ce que c'est facile de trouver une orientation ? C'est-à-dire de se dire, est-ce que tu l'as choisi ce métier que tu fais aujourd'hui ? Alors, je ne l'ai pas choisi, je l'ai choisi ici, mais il est venu naturellement, en fait, à l'issue de mes études, vraiment en toute fin, presque par hasard, je suis revenue naturellement vers des métiers administratifs de la mer, et c'est comme ça que j'ai passé un concours, mais... À 18 ans, je ne m'étais pas dit je ferais un métier dans la mer. Je ne me voyais pas vivre loin de la mer et travailler pour le monde maritime pouvait m'aller. Mais avant tout, c'est l'international qui m'intéressait. Et oui, parce que ce qu'on oublie, on va parler de la direction et de ses missions à Monaco, mais il y a quand même, quand on est directeur des affaires maritimes, il y a quand même tout un volet international. C'est-à-dire on représente Monaco et ses intérêts. On parlait des eaux territoriales tout à l'heure, ça ouvre déjà la porte à l'international. On représente Monaco dans des enceintes. Alors absolument, on représente Monaco dans des enceintes, mais une direction des affaires maritimes, et encore plus à Monaco, c'est par nature avec un volet international, même par la configuration de nos eaux territoriales. Tu en parlais tout à l'heure. Les eaux territoriales monégasques sont bordées par les eaux territoriales françaises et pas si loin, on a les eaux territoriales italiennes. Donc une problématique italienne ou française devient rapidement aussi une problématique internationale. Ça, je dirais, c'est par notre vision au quotidien. Mais au-delà de cette vision-là, bien évidemment, on représente la direction des affaires maritimes et représente la principauté dans les instances les plus importantes du maritime, comme l'Organisation maritime internationale qui siège à Londres. J'y serai d'ailleurs toute la semaine prochaine. Mais également tous les cénacles, que ce soit l'ONU dans sa vision environnementale ou dans les organisations régionales, Ramosh, Pélagos, toutes les organisations internationales où les États sont représentés, Monaco a sa place. Et curieusement, parfois, surtout dans les institutions des Nations Unies, c'est un État, une voix. Donc Monaco a la même voix que la Chine. Ça fait sourire, mais dans la réalité, dans le poids d'un vote, c'est aussi pour ça que souvent dans les réunions, beaucoup d'États viennent voir les petits États parce qu'ils savent que leur vote compte tout autant. Parce que c'est important, les problématiques de réglementation. On parle toujours des eaux internationales. Dans notre fantasme, il n'y a pas de règles dans ces eaux-là. C'est quoi la réglementation qu'on met en place au niveau mondial sur la mer ? Alors oui, la liberté des mers, c'est beau, tout le monde en parle, les poètes plus souvent que les autres. La réalité, c'est que c'est une liberté un peu encadrée, et encadrée par la réglementation internationale, parce qu'en fait, la réglementation internationale, c'est pour protéger la liberté
de certains contre les abus d'autres. En fait, ces règles, c'est pour permettre à tout le monde d'avoir un bon fonctionnement. Et cette réglementation internationale, elle est importante parce que quand un bateau part, on va dire, d'un coin de l'Europe du Sud à l'Europe du Nord, c'est bien que les règles soient assez proches en matière de navigation, en matière de sécurité, pour éviter des mauvaises compréhensions et après des problèmes. Donc forcément, nous, notre réglementation nationale, elle a des spécificités qui sont liées aux politiques nationales et aux engagements forts du prince quand ils vont au-delà des engagements d'autres chefs d'État. Mais on a quand même tout un bloc, un socle commun avec les autres États, et c'est ce qu'on va chercher au sein de l'OMI. On va chercher les règles qui nous permettent de les adopter en droit monégasque, de façon à protéger le littoral, les côtes monégasques, les monégasques de tous les risques qui viennent de la mer, en particulier. Ça veut dire, quand tu dis du littoral, du proche littoral, etc., on pense tout de suite au cabotage, en tout cas, aux bateaux qui s'approchent, à ceux qui sont dans les eaux, de comment ils stationnent. On dit toujours, il ne faut pas dégazer à Monaco, c'est vrai ? Ah oui, il ne faut pas dégazer. Alors, il y a une interdiction de dégazer à la fois dans les ports, mais également à proximité du littoral. Et c'est une exigence qui est plus importante que dans d'autres pays. Et puis, c'est important dans ces règles, par exemple, c'est tout ce qui est lutte contre la pollution atmosphérique. Vous voyez, aujourd'hui, dans notre port, on a le dernier navire de croisière de la saison. Et on a bien eu besoin, nous, on a été même avant certaines réglementations internationales, on a imposé certains types de carburants moins pollués à Monaco, avant même que les autres pays méditerranéens nous rejoignent pour qu'on ait une zone un peu plus protégée, comme il existe en mer du Nord. Il y a des zones où on a une lutte plus forte contre la pollution atmosphérique. Donc ça, c'est bien des règles, parce que cette lutte contre la pollution atmosphérique, ça protège les habitants. On a une ville, on a un port qui est au centre-ville, c'est d'autant plus important. Donc on est bien obligé de mettre des règles. On peut pas laisser que ce soit les grands yachts, que ce soit les navires de croisière fonctionner n'importe comment et polluer l'environnement des Monégasques en l'occurrence. Alors, quand tu dis fonctionner, parce que je t'écoute et tu me dis on peut pas les laisser fonctionner n'importe comment. Fonctionner, c'est quoi ? C'est manœuvrer ? C'est quand ils sont taquets ? C'est tout ça. C'est quand ils mouillent, quand ils utilisent leur ancre, ils ne peuvent pas mettre leur ancre n'importe où. Il y a des zones à protéger, il y a de la biodiversité, il y a des zones sensibles, il y a des réserves marines. Quand ils sont à quai, ils ont des manœuvres à respecter. C'est pour ça que pour les grands navires de plus de 80 mètres, il y a un pilote de ma direction qui monte à bord. Aujourd'hui, on a un vent particulièrement fort depuis ce matin et on a un pilote qui est coincé entre guillemets sur le bateau depuis 11h30 et qui n'en bougera que quand le bateau sera parti pour justement vérifier que l'équipage prenne les bonnes décisions pour qu'il n'y ait pas un choc avec le quai. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc vous montez à bord. Parce que moi j'avais l'impression que la DAM, c'est l'acronyme, Direction des Affaires Maritimes, donc dans notre jargon on dit la DAM, moi j'avais l'impression que la DAM, elle restait à côté, mais j'avais pas la sensation que vous montiez à bord. Alors en fait, dans la DAM, il y a du personnel administratif et technique, et on a aussi des marins. Donc on a 2 pilotes qui montent à bord de tous les navires de plus de 80 mètres pour faciliter les manœuvres d'entrée ou de sortie du port et apporter tout conseil pour les gros navires ou les projets maritimes. Ils prennent pas la barre. Alors il est interdit de prendre la barre. Ils doivent conseiller le capitaine, mais le capitaine reste maître à bord. Et puis après, on a aussi une équipe on a 3 embarcations avec 4 marins qui, eux, vont faire l'entretien du littoral, aider à faire aider la direction de l'environnement ou travailler aussi avec les différents plongeurs pour l'entretien, les prélèvements en mer, la surveillance en mer aussi. On a quelques missions partagées avec nos collègues de l'environnement ou de la division de la police maritime et aéroportuaire. La qualité des eaux de baignade, c'est vous ? Alors la qualité des eaux de baignade, c'est fait par la direction de l'environnement, mais très régulièrement, nous mettons à leur disposition un navire et un marin. Et un marin. Alors chaque fois que de besoin. C'est vous les bateaux rouges ? Avec les... Non, hein ? Non, nous on est des bateaux blancs et bleu marine, et les bateaux rouges, c'est la police maritime. Voilà. Parce que est-ce que tu comprends qu'il puisse y avoir une petite confusion ? Quelle est la différence entre la police maritime ? Parce que tu parlais tout à l'heure de la réglementation. Qui fait appliquer les règles ? C'est vous ou c'est la police maritime ? C'est les deux. Nous, on est en charge de les écrire aussi, les règles.
D'accord. Par contre, la police maritime a un volet pénal et judiciaire beaucoup plus développé que nous. C'est en cela qu'ils font de la police jusqu'au bout. Nous, on peut faire du constat d'infraction, mais une fois le premier constat d'infraction fait, jusque-là, on passe le relais à la division de la police maritime pour tout ce qui est enquête et contact avec le procureur. Alors, admettons, tu constates une infraction. Oui. Une règle qui a été établie et qui est adoptée à Monaco, dont tu constates qu'un capitaine ne la respecte pas. Est-ce que tu peux le punir ou pas ? Toi, en tant que dame, est-ce que tu peux lui dire je vous demande de partir ou vous n'êtes pas autorisé à rester ? Moi, je suis assermentée, donc je pourrais faire rédiger un procès verbal. Toi, personnellement ? Alors moi et l'ensemble de mes cadres, et mes marins aussi, depuis récemment. Mais les marins, j'attends qu'ils aient une formation complémentaire en matière de rédaction des procédures. C'est des formations qui vont se faire notamment en lien avec la police maritime qui a déjà l'expertise, pour qu'on puisse, les deux services, pouvoir relever un certain nombre d'infractions. Alors plutôt, nous, des infractions qui sont liées à la sécurité de la navigation ou à la préservation de l'environnement marin. Oui, c'est très... codifié, enfin en tout cas c'est très très codifié. Tout ça c'est très codifié. Absolument. Parce qu'on parlait de liberté tout à l'heure, est-ce que dans ce métier il y a une liberté ? Alors déjà, au-delà des 300 mètres, il y a une très grande liberté. Enfin, la liberté, tu parles pour les marins ou pour les marins. Pour les marins, au-delà des 300 mètres, rapidement, il n'y a plus de règles. La vitesse, elle est limitée dans les 300 mètres et toutes les zones de mouillage sont réglementées. C'est le cabotage vraiment qui est réglementé. Quoi. Oui, c'est ça, c'est le cabotage qui est très réglementé quand vous êtes à proximité des côtes. Après, au loin, il y a un certain nombre de règles générales de lutte contre la pollution atmosphérique, donc d'usage de carburant, de réglementation en matière de transport de marchandises. Mais il reste une grande liberté quand même. Il reste une grande liberté. Oui, une grande liberté. Et même pour les autres, dès lors qu'il y a un minimum de règles, je dirais, c'est un socle ferme, mais après, au-delà de ces règles simples, il reste une très grande liberté dans la mer. C'est ce qui fait la joie de ce métier, et le plaisir aussi pour l'administration de la mer, administrer la mer, qui est un espace de liberté. C'est parce qu'il en reste des espaces de liberté. Alors, l'autre jour, je sais pas pourquoi, je vois que le port est fermé, c'est-à-dire qu'il y a une lumière rouge à l'entrée du port. Est-ce que c'est toi, la dame, qui met la lumière rouge, ou c'est la direction ? C'est qui choisit de mettre la lumière rouge ? Alors, en général, c'est la société d'exploitation des ports, donc c'est une société de droit privé qui exploite les ports, donc sous la tutelle de la direction des affaires maritimes, qui pour des raisons de fonctionnement, c'est le cas à cet instant, parce que comme le navire de croisière, il y avait beaucoup de vent, il a dû allumer ses propulseurs et faire des remous qui présentent un danger pour la navigation. Donc depuis ce matin 11h30, les feux rouges sont ouverts et c'est fermé. De temps en temps aussi, quand il y a eu des pollutions importantes avec des macro-déchets, c'est-à-dire des morceaux de bois, des animaux morts ou autres qui dérivent, charriés par les fleuves et qui sont susceptibles de rentrer dans le port, la Société des ports peut installer des barrages et fermer son port. Donc il y a eu le port de Fontvieille, il y a une dizaine de jours comme ça. Donc la Société des ports le fait, mais elle nous en informe. Nous, on pourrait, si on avait une information d'un risque qui viendrait par la mer, demander à la Société de port de fermer aussi. Et la division de la police maritime pourrait également le faire. Donc vous êtes en fait 3 à pouvoir, je ne vais pas dire réglementer, mais en tout cas vous êtes 3 à pouvoir vous concerter sur le fonctionnement des ports. Oui. Ça, et de tous les ports de Monaco, c'est-à-dire que tu peux agir sur Fontvieille en même temps. Sur Fontvieille, et puis normalement sur le petit port. De Lens du Portier, c'est son nom, c'est Petit Port, quand le Petit Port sera ouvert, c'est-à-dire prochainement. C'est-à-dire, dans quelques jours. Dans pas longtemps, effectivement. Est-ce que tu as toujours travaillé dans les ports ? Alors, j'ai toujours travaillé au bord de la mer, parce que j'ai été en poste à Nice, une première fois à Nice, puis à Bordeaux. Alors oui, le port. Bordeaux, c'est pas... c'est un port. Il y a un grand port à Bordeaux. Ah. C'est un port commercial ? Oui, c'est un port commercial. Alors, il y a peu d'activités au centre-ville, et c'est vrai que j'étais au centre-ville. Il y a un petit peu de croisière fluviale. Oui.
au centre du port. Sinon après, les centres de transport de marchandises de Bordeaux s'appellent Bordeaux, mais ils sont en périphérie, on va dire. Voilà. Oui. Sinon non, j'ai été en poste en Bretagne aussi, pas dans un port, mais au bord de l'eau. Et puis je suis revenue à Nice. Donc oui, j'ai toujours été au bord de la mer. Tu es un marin toi-même? Alors, je suis pas la plus grande navigatrice, mais je peux aller sur l'eau, oui, et j'y vais volontiers. Oui. C'est la dame qui fait passer les permis? C'est la dame qui fait passer les permis. C'est pas la dame de la dame, mais c'est au sein de la dame qu'il y a 2 personnes qui sont en capacité de faire passer les permis. C'est des inspecteurs en fait. Oui. Ce sont les 2 pilotes d'ailleurs, qui sont inspecteurs, les 2 pilotes maritimes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui montent à bord des navires, qui font passer les permis, soit avec des écoles, il y a 2 sociétés privées, et le Yacht Club qui donnent des cours de navigation, et après les permis se passent chez nous, et puis également des candidats libres. Permis côtier, permis hauturier. Oui. Hauturier, alors, est-ce qu'il y a une vraie différence entre faire du bateau, alors permis côtier, c'est du cabotage, on reste le long des côtes, et le hauturier, est-ce qu'il y a une vraie différence de savoir-faire entre les deux? Je pense qu'il y a une différence entre prendre son bateau et aller mouiller à la Mala et puis faire la traversée vers la Corse. Ouais. Il y a des conditions météo différentes, il faut avoir une bonne maîtrise de son bateau parce que notamment en Méditerranée, la météo change très très vite. Ouais. Donc oui, c'est pas du tout la même chose. Vous avez un fonctionnement avec des heures, des heures de quart, vous vous organisez complètement différemment et c'est presque autre chose. C'est autre chose. Là vous êtes dans la liberté totale. Justement en hauturier, et vous êtes un peu seul à la barre de votre bateau. Tandis que alors c'est à la fois plus compliqué et à la fois il y a des risques de collision parce que vous pouvez rencontrer des bateaux ou des animaux, ou des objets, ce qu'ils appellent des objets non identifiés, c'est-à-dire soit des troncs d'arbres, soit parfois des conteneurs, des choses comme ça. Mais par contre, vous avez moins de bateaux, alors qu'un cabotage, il faut être très vigilant parce qu'il y a moins de monde que sur une route, mais certaines zones sont très fréquentées. Quand on est en poste en Bretagne, est-ce qu'il y a beaucoup de trafic? Parce que moi, j'ai dans la tête, tu vois, que au large de la Bretagne, en face avec la Manche, etc., c'est un endroit extrêmement pas embouteillé, parce que est-ce qu'il y a des embouteillages sur l'eau? Alors, il peut y avoir des embouteillages parce que dans certaines zones, comme au large de la Bretagne ou au large du nord de la France, et ça existe aussi à l'étranger, il y a des zones de séparation de trafic. C'est-à-dire qu'il y a des couloirs pour les bateaux, ils doivent emprunter les couloirs dans un sens ou les couloirs dans l'autre. Donc il peut y avoir à certaines périodes, selon la météo, des difficultés de circulation. Et alors c'est jamais des embouteillages comme à l'entrée de Monaco, ou à la sortie. Mais il peut y avoir des parties denses, et notamment lorsqu'il y a du brouillard. Mais moi j'étais dans le Morbihan et je m'occupais déjà d'environnement marin et essentiellement de culture marine, c'est-à-dire d'ostréiculture, de conchiculture, de sécurité alimentaire en lien avec la mer et de petite pêche dans le golfe du Morbihan. Ah oui. Donc c'était un peu différent. C'était un peu différent quand même. Oui. Est-ce qu'il y a encore de la pêche ici? Alors ici nous avons un pêcheur, le dernier pêcheur, qui fait de la pêche artisanale, il est bien soigné, parce que comme on n'a qu'un pêcheur et qu'en plus nous sommes voisins, on le voit 4 fois par jour et on peut travailler avec lui des dossiers. Mais il pêche bien, notamment le thon rouge. Donc c'est une pêche qui avait été interdite il y a quelques années, donc grâce à la demande du souverain. Comme la ressource est bien améliorée, le souverain a accepté qu'on réouvre la pêche pour le pêcheur national, mais par contre, pour éviter une surconsommation de cette pêche, on lui donne un quota et on contrôle le débarquement systématiquement. Tous les jours où il va à la pêche, y compris le week-end, il y a un contrôle par soit mes agents, soit ceux de la police maritime le week-end, pour vérifier qu'il respecte ses quotas. Et donc, non, il a une pêche active, essentiellement estivale. Ouais. Quand tu dis il y a un contrôle, c'est alors il y a quelqu'un de chez toi qui va compter les poissons, qui va les peser.
qui va vérifier, parce que le ouais. poisson, en fait, le poisson, il y a tous les types de poissons, il y a une taille minimale, et dans certains cas de figure, comme pour les thons, il y a un poids maximal, et il a droit à un poids maximal même pour toute sa saison. Donc on vérifie que le poisson n'est pas sous taille et qu'il a le bon poids. D'accord, donc la photo du trophée avec l'énorme poisson, c'est une photo qui est datée, quoi. Alors, les photos du trophée, pour la pêche de loisirs, ils ont le droit d'en pêcher un seul par an. Ils ont une bague, ils doivent le baguer, et à la fin de la saison, ils doivent nous l'envoyer et nous ramener la bague. Donc, oui, ils peuvent en avoir, mais un. Donc ils font une photo par an pour les plaisanciers. Le pêcheur professionnel a droit à un peu plus, donc lui il peut faire plusieurs photos. Et il s'en prive pas. Il s'en prive pas, parce que c'est vrai qu'il a il a fait une belle pêche cette année en particulier. L'année dernière, ça avait été moins bon que cette année. Ouais, cette année, oui. C'est un bon signe. C'est un bon signe parce qu'en fait, même on en voit, c'est que le thon est revenu. Je pense que grâce à la politique drastique qu'il y a eu, à la fois de l'interdiction, comme l'avait souhaité le souverain, mais aussi des quotas stricts dans les pays limitrophes en Méditerranée, il y a eu une vraie amélioration au niveau. Il y a une repopulation. Oui. On en a rajouté, nous, ou c'est parce qu'on les a moins pêchés qu'ils ont pu mieux Non, c'est parce qu'on les a moins pêchés qu'ils ont pu se développer. Oui. Ouais. Non, on n'a pas rajouté. Donc tu dis que c'est efficace? Oui. Ouais. Absolument. Là, pour le thon rouge, c'est certain. C'est vrai? Oui. Bah écoute, voilà, ça fait un bon point alors. Hein. C'est ça. Est-ce que alors là tu parlais du thon rouge et j'imagine que c'est un gros, alors j'allais dire morceau sans mauvais jeu de mots, c'est un gros morceau de tout ce que tu as vécu à Monaco jusqu'ici. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers sur lesquels Monaco a été, alors si c'est pas précurseur, au moins très identifié? Alors très identifié, ce sont tous les projets d'urbanisation en mer et ça c'était une très très belle expérience au début je suis arrivée et je pense que c'est même ce qui a motivé le fait que je sois restée aussi longtemps. Quand je suis arrivée à Monaco, mon idée n'était pas de rester Tu es arrivée en quelle année? Je suis arrivée en septembre 2012 et pour moi c'était là 3 ans et puis est arrivé le projet d'urbanisation en mer avec un volet études important. Nous on a participé directement à la coordination de tous les travaux maritimes, donc ça m'a conduit à devoir demander une prolongation de mes 2 premiers détachements. Parce que quand on commence, on veut finir. Quand on commence, on veut finir. C'était mon intérêt, mais avant tout aussi l'intérêt de la principauté, parce que vous avez une historique des dossiers, parce que vous avez tissé des relations avec les gens. On a confiance avec les uns et les autres. Et donc la partie que tu évoques là, c'est celle de l'arrivée des caissons, de la ceinture. Absolument. La construction même du sol. Absolument. Après, le reste, c'est de l'immobilier. Ça fait quelques années qu'on est moins impacté. Alors, un peu quand même, parce que ce qui a été intéressant, c'est à la fois la construction et toutes les mesures qui ont été prises pour accompagner en termes d'écologie maritime. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de points complètement innovants qui n'existaient pas ailleurs. Le rebouturage des Posidonies et toutes sortes d'éléments et de récifs artificiels, de types de récifs qui n'existaient pas ailleurs. Tu m'avais parlé aussi de ce béton qui permettait la colonisation sur les caissons, puisque on a eu la chance de voir arriver le premier caisson. À l'époque, moi j'étais à bord d'un bateau de la Dame d'ailleurs. Oui, pour la bénédiction aussi. Pour la bénédiction du premier caisson. Et donc tu m'avais parlé à l'époque de ce béton qui permettait la colonisation. Est-ce que quand aujourd'hui alors j'imagine que vous plongez ou pas? Vous plongez pour voir? J'ai des plongeurs qui plongent régulièrement pour vérifier que la colonisation se fait bien. Et c'est vrai que ces premiers récifs artificiels qui sont arrivés avec ce béton accompagnent maintenant nos idées pour nos autres projets. On a des projets d'installation de coffres, on est dedans, de mouillage pour les grands navires dans la baie. Et bien on utilisera des récifs artificiels, du béton qui permettra cette colonisation dans le même esprit. Ce qui fait que le sol monégasque sera empli de ces récifs artificiels qui vont permettre de renforcer la colonisation naturelle. J'ai écouté Laurent Balesta l'autre jour dans une conférence qui disait que lui-même avait constaté que la nature était en train de reprendre ses droits, puisque l'idée, on se dit, vous allez me faire croire qu'avec un tel chantier, ça ne s'est pas abîmé. Alors évidemment que ça a été altéré, et ce que dit Laurent Balesta, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, c'est j'ai constaté moi
en plongeant périodiquement, que la nature était en train de reprendre ses droits, c'est vrai? C'est sûr, ça c'est vrai, ouais. Mais ça c'est le principe. On avait déjà fait des nurseries dans les ports de Monaco. Ce sont des récifs artificiels qui utilisent l'urbanisation, donc portuaire, pour recoloniser. Donc on a sous les pontons l'installation de sortes de nurseries. Et lorsqu'on a fait des plongées, on a remarqué qu'il y avait des nouvelles espèces incroyables qui étaient revenues dans les ports et qui colonisent les ports. Donc ce qu'on fait en mer, on le fait aussi dans les ports. Et donc, ce que tu dis et ce que dit Laurent Balessa, c'est vrai, la nature reprend ses droits dès lors que on a créé un peu une rupture à un moment, mais qu'après, on la favorise aussi. On lui permet des zones d'aération, on évite une surexploitation, on est quand même vigilant. Quand tu dis on est quand même vigilant, alors est-ce que ça représente beaucoup d'heures passées sur la mer pour alors il y a de la dissuasion certainement, du contrôle? Et beaucoup d'informations et de prévention. Nous, on mise beaucoup plus là-dessus d'ailleurs que sur la dissuasion. S'il y a une infraction qui est faite et qui est caractérisée, il n'y a pas de souci. On doit relever l'infraction et on doit aller jusqu'au bout. Mais ce qui compte surtout, c'est la prévention. Donc nous, on passe beaucoup de temps en mer pour aller à la rencontre des gens, finalement, un petit peu l'ancienne, et aller discuter avec des bateaux. À bord dans ce moment-là. On peut monter à bord, où on va vraiment au contact amical. Bord à bord. Oui, bord à bord, pour discuter avec les équipages, avec les commandants, et on les informe de notre réglementation. On fait aussi des petits flyers qu'on envoie aux agents maritimes. On fait beaucoup plus de prévention et de communication, nous, Direction des Affaires Maritimes, que de répression. C'est moins notre ADN. Oui, je comprends que c'est moins ton ADN, mais est-ce que tu dirais que c'est aussi le style du DAM, quoi? Est-ce que c'est le directeur des Affaires Maritimes qui insuffle un espèce de style, ou c'est un peu partout pareil? Non, enfin, je serais tentée de dire un peu partout pareil, un peu partout ailleurs et partout. C'est le manager qui influe le style du service, que ce soit un service privé ou un service public. Donc, moi, j'ai ma propre personnalité avec sans doute mes défauts et mes qualités, et c'est sûr que j'insuffle un certain dynamisme qui fatigue peut-être mes collaborateurs de temps en temps, mais qui... Tu sais que ça, c'est le propre des leaders. Voilà, et qui de toute façon les conduit, et c'est vrai que je suis plus pour la discussion, pour la construction que pour la répression, mais bon, quand il le faut, je sais le faire. Tu as été formée, toi, à ça? Tu parlais de je suis plus pour la discussion que pour la répression, etc. Est-ce que tu as été formée pour tout ça, pour appliquer des règles, ou faire appliquer des règles, ou Alors oui, à l'issue de mes études, j'ai fait des études, j'allais dire classiques, de sciences politiques et de diplomatie. Après, je suis rentrée à l'école des Affaires Maritimes, et dans cette école, c'est quand même pas tout à fait un hasard. Non. L'école non, des mais Affaires Maritimes. cette école des Affaires Maritimes, c'est après un concours. D'accord. Donc c'est quand je disais que mes études au départ étaient assez généralistes de sciences politiques, ce qui m'importait moi, c'était de travailler pour l'intérêt général. Donc ce que je savais, c'était que j'irais vers de la chose publique. La chose publique. Et puis en préparant mes concours, après un stage au ministère de la Mer, j'ai sympathisé avec des gens qui travaillent dans les affaires maritimes, qui m'ont dit tiens, exerce-toi, passe un concours des affaires maritimes. Et puis je l'ai passé et je l'ai eu. Et puis finalement les autres que j'ai eu, je dis donc j'y vais pas. Et donc je suis partie dans cette école des affaires maritimes, et dans cette école, c'était 2 ans de cours et de stages où on apprenait la règle et immédiatement après à l'appliquer. C'est ça. Et surtout le littoral français. L'objectif, c'était qu'on aille dans le nord, dans l'ouest, dans le sud, parce qu'il y a la culture des gens. Après, on ne fait pas de l'administration. Enfin, on travaille avec les gens, on travaille avec des administrés, avec des cultures différentes. Vous ne travaillez pas dans le sud de la France avec des Méditerranéens comme avec des Bretons. L'objectif, il est le même. Le fond, il est le même, mais la forme, elle est différente. Et ça, vous l'apprenez sur le terrain. Toi, tu étais quand même bien mélangé entre un père breton et une mère sétoise, et il y avait déjà un peu les deux, quoi. Alors moi, au niveau du sens, j'avais déjà les deux. Au niveau de la culture, j'ai vécu dans le Var quand même jusqu'à mes 18 ans. Donc assez méditerranéenne, quoi. Oui, je suis plus méditerranéenne que bretonne, définitivement. Et après, la carrière, on fait Armel, Roudot, Lafont. Oui, non, mais c'est clair que mes parents m'ont pas aidé pour affirmer mon identité méditerranéenne. Mais après,
j'ai un goût aussi important pour la Bretagne, mais ma culture est plus une culture du Sud d'une façon générale. Tu disais tout à l'heure, parce que je t'ai écouté, tu m'as dit j'arrive en 2012 et je pense qu'il n'y en a que pour 3 ans. Parce que c'est ça ton métier, c'est d'aller de c'est poste à poste. En fait, j'ai un statut militaire, donc je suis officier de la marine. Et c'est pour ça qu'on te voit en uniforme. Absolument. Et dans le statut militaire, il y a la mobilité. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, quand on te voit en uniforme, c'est pas un uniforme qui est lié à ta fonction, c'est ton uniforme de militaire. C'est pas l'uniforme du DAM, c'est ça que je veux dire. Non, on pourrait tout à fait avoir un DAM civil. Il peut y avoir un DAM qui ne porte pas l'uniforme. Voilà. Moi, c'est mon statut initial de fonctionnaire militaire français qui est détaché à Monaco. Donc, je suis venue avec mon statut. Mais après moi, il pourrait ou il pourra y avoir un DAM qui n'aura pas d'uniforme, ou alors qui aura un uniforme d'un corps différent, ou qui aura une tenue et qui ne sera plus un uniforme, qui serait spécifique. Tu disais donc, on a des missions, comme tous les militaires. Les militaires, c'est la mobilité. C'est ça, ça fait partie de la carrière. Ça fait partie de la carrière de la mobilité. Donc jusqu'à ce que je sois à Monaco, j'ai changé tous les 4 ou j'ai fait 5 ans. Une fois un poste, mais c'est parce que j'avais eu des jumelles entre-temps. Ah, donc parce que tu vois, tu m'amènes la question, parce que je me disais, quand on a une carrière comme ça, comment on fait pour fonder sa famille et pour la faire grandir, parce que ça fait beaucoup de mobilité pour tout le monde, ça fait pas de mobilité que pour soi. Alors on m'a régulièrement dit que la mobilité c'est moi qui l'avais choisie. J'ai 3 filles. C'est mes 3 filles. Mes 3 filles m'ont souvent dit que la mobilité c'est moi qui l'avais choisie, et c'est aussi pour ça qu'elles ont joué sur le fait de m'être stabilisée à Monaco au moment où elles arrivaient dans des classes un peu plus grandes, où elles n'avaient absolument pas envie de quitter leurs amis. Ouais. En fait, il faut avoir un conjoint souple. Et alors ça c'est le cas. C'était le cas, oui. Ça, c'est le cas. Je dis ça a été le cas parce que les enfants sont grands maintenant, ils sont plus à la maison. Il faut qu'il soit un peu disponible et qu'il ait un travail qui ne lui impose pas de rester au même endroit. Donc lui, son travail étant ailleurs, à chaque fois qu'on a bougé, il a changé de ligne. Il a changé de ligne de train ou de ligne d'avion, quoi. C'est ça. L'objectif était de ne jamais être trop loin d'un aéroport. Lui, son entreprise est dans le sud-ouest de la France et elle y est toujours restée. Et lui a suivi, comme il travaille dans l'export, il a toujours pu travailler de façon éloignée. Du coup, quand vous étiez à Bordeaux, il pouvait y aller en voiture. Du coup, quand il était à Bordeaux, c'est le seul moment où il pouvait être en voiture. Mais c'est là aussi qu'on s'est rencontrés, donc il n'est pas resté trop longtemps. Est-ce que, alors, la mobilité, ça peut être vécu comme une formidable opportunité, ça peut être, tu viens de parler de tes filles, vécu comme une difficulté. Est-ce que toi, tu dirais que la mobilité, ça a été un facteur dans ta carrière, c'est-à-dire quelque chose qui t'a plu? Alors, je dirais c'est même un choix. C'est une des choses qui m'a fait choisir. Le monde militaire, je connaissais de la marine parce que de ma famille paternelle en Bretagne, où on était paysans, où on était marins, et dans ma famille, ils sont tous marins. Donc, j'étais pas choquée par le fait d'endosser la carrière et un statut militaire. Mais ce qui me plaisait avant tout, c'était la mobilité. Ah oui, moi, l'idée de changer de monde, de rencontrer de nouvelles choses, de nouvelles cultures, parce qu'en fait, à chaque poste, c'est spécifique. Il y a une réglementation à appliquer, mais tantôt j'étais des endroits où c'était plutôt de la pêche, tantôt plutôt du transport maritime, plutôt de la plaisance. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est de rencontrer des nouvelles personnes. Après, c'est vrai que, surtout au début, c'était pas à l'époque de Internet, des réseaux sociaux, on perd un peu de relations. On laisse quelques amis sur les bords de quai, mais les meilleurs, on les garde. Donc, même sans les moyens de communication d'aujourd'hui. Oui. Mais je pense que quand on est adolescent, on vit ça beaucoup moins bien, la mobilité. Et moi, ça sent le vécu. C'est ça. Moi, j'étais bien plus qu'adolescente, donc j'ai pas eu de soucis. Mais c'est vrai que je pense que la contrainte de la mobilité est plus forte pour les familles, enfants et conjoints, parce que d'abord, ils savent pas quand ça va intervenir, et ça, c'est un stress pour mes filles. À chaque fin d'année, elles me disaient « Alors maman, on s'en va ou pas ?» Et souvent, je disais « Je n'en sais rien ». Alors, quand tu dis j'en sais rien, tout à l'heure, tu me parlais d'une longueur de mandat à peu près. Tu me disais, ce sont des mandats de 3, 4 ans. Donc, en fait, plus ou moins, tu avais une idée. C'est-à-dire que à la fin de la première année, tu pouvais leur dire, bon, là, on est tranquille, ou pas? Alors, je pouvais leur dire au moins 2 ans.
Au moins 2 ans. Et puis après, il y a des opportunités. Donc, j'ai une inspection générale donc, qui gère le corps depuis Paris, qui même encore maintenant où je suis à Monaco depuis longtemps et je poursuis. Bah oui, dis donc, missions. 2012-2024. Il y a 12 ans. Ouais, j'aurais jamais imaginé. C'est du jamais vu dans la carrière d'Armelle. Mais dans mes prédécesseurs non plus. Parce qu'en fait, avant, les prédécesseurs arrivaient plus tard dans leur carrière. Ouais. Donc toi, c'est Maréterra en fait. 2012-2024. C'est ça. C'est Maréterra. C'est les études Maréterra. Ouais. Ah, oui. Et donc tu as un inspecteur et cet inspecteur. En fait, cet inspecteur régulièrement, même encore maintenant, il m'appelle et il me dit ah mais tiens, on a pensé à toi pour ça t'intéresserait, ça t'intéresserait. Et souvent non, je dis non, ça m'intéresserait pas. Et après, donc j'ai des détachements tous les 4 ans, donc tous les 4 ans, donc depuis 12 ans, se pose la question, est-ce que je reste à Monaco ? Est-ce que je poursuis ? Donc, la première chose, c'est est-ce que le gouvernement est content de moi et souhaite que je reste ? Ça, c'est la première chose. Tu parles de Monaco, là ? De Monaco. Ouais. Et s'il y a cette question-là, après, il faut que je vois, moi, est-ce que j'ai envie de rentrer ou pas avec la difficulté de quand les choses évoluent ou finalement vous vous habituez aussi à une culture. On fait pas de l'administration à Monaco de la même façon qu'on fait en France. Et mais moi, j'ai dit tout à fait un autre état d'esprit. Monaco, c'est pas la France en petit, hein. C'est pas la France en petit. Et ça, c'est important parce que avant d'arriver à Monaco, j'étais en poste à Nice et je travaillais régulièrement avec la principauté. Et au départ, quand on m'a dit que j'allais venir, qu'on m'a proposé de venir à Monaco et que dans les entretiens on a retenu ma candidature, je me suis dit ça va être à peu près pareil. Et pas du tout. On a une base de culture commune, mais on a une méthodologie et une logique différentes. Et tu parlais de liberté tout à l'heure, notamment dans l'économie. Quand j'ai un porteur de projet maritime qui vient me voir, l'approche est différente de celle de la France, c'est-à-dire qu'on regarde comment on va pouvoir accompagner ce porteur de projet pour qu'il arrive à son terme et comment on va rechercher dans la réglementation les éléments qui permettront à ce projet d'intervenir, avec là aussi des points durs, notamment c'est tous les points sur la sécurité, mais tout le reste, on va avoir un côté dynamique. Quand on était en France, la réglementation passait avant, et donc le filtre était complètement inversé. Et c'est pour ça qu'après, c'est plus difficile de rentrer en France, parce qu'on va perdre un peu cette liberté, cette autonomie, parce que aussi, on travaille dans l'État étant plus petit, on a un contact direct avec nos autorités, notamment avec nos conseillers. Ouais. Et si on a un bon contact avec notre conseiller, on peut arriver à faire des choses fantastiques. Et finalement, quelque chose qui va être beaucoup plus difficile à retrouver dans un grand État où vous êtes loin du pouvoir. Ah oui, parce que finalement, alors on n'a pas encore parlé, peut-être on va juste l'aborder, mais il y a aussi cette question de la gestion du pavillon monégasque. Oui. Alors pour ceux qui voient pas ce dont on parle, le pavillon monégasque, c'est le drapeau de Monaco sur un bateau. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est ça. C'est à peu près ça. Ce qu'il faut peut-être préciser, Armelle, c'est que avoir le pavillon monégasque, ça veut dire des choses. C'est pas juste je demande d'avoir le pavillon monégasque et je l'obtiens. Il y a une liste de conditions pour l'avoir. C'est ça, et déjà, rien que pour l'obtenir, c'est pas si simple. Il y a des règles à respecter, il y a des engagements, parce que quand vous arborez le pavillon monégasque, vous allez véhiculer l'image de Monaco aussi. Et ce qui est important, que les gens qui iraient commettre des infractions maritimes avec le pavillon monégasque, ça pose aussi souci en termes d'image. Donc ça veut dire, alors pour vulgariser les choses, bon, on a dit le drapeau sur le mât, mais est-ce que ça veut dire, le mât ou pas, parce qu'il n'y a pas d'émât sur tous les bateaux aujourd'hui, mais ça veut dire sous le nom du bateau à l'arrière, il y a marqué Monaco ? Il y a marqué Monaco, bien sûr, et il y a des réglementations spécifiques à Monaco qui doivent respecter, il y a des nationalités à bord à respecter aussi. Ça réglemente l'emploi, ça réglemente la fiscalité, la sécurité sociale des marins, parce que c'est important pour les équipages, la sécurité de la navigation tout court, donc c'est un ensemble de choses. Et puis il y a des conditions strictes, notamment d'être résident monégasque. Et ça c'est propre à chaque pavillon. Chaque pavillon choisit les conditions qu'il fixe. Et au niveau international, au niveau de la Convention du droit de la mer, il est essentiel qu'il y ait un lien étroit entre le propriétaire du navire et le pavillon. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un pavillon, et normalement, sauf à être
pavillon de complaisance, il faut qu'il y ait ce lien personnel et ce lien direct. Donc il est important pour nous, quand quelqu'un vient et dit je veux immatriculer mon bateau, de vérifier qu'il y a bien ces conditions de proximité avec Monaco. Donc c'est pour ça que la résidence, c'est ça. Absolument, c'est ça. Est-ce que tu dirais que c'est un gros volume, l'examen des pavillons, dans tout ce que vous faites dans l'année, ou pas? Alors ça a une part importante. Ça fait que des années qu'on voudrait le faire évoluer, qu'on évoque régulièrement l'étude des conditions pour modifier les règles et être un peu plus attractif, parce que c'est vrai que dans nos ports, vous suit là-dessus, hein. Ouais. Dans nos ports, on voit les plus grands bateaux qui sont au port de Monaco, ils arborent d'autres pavillons maltais notamment, ou des pavillons exotiques. Et on espère... alors petit à petit, il y a un certain nombre de règles qui ont évolué, mais on n'a pas lâché l'affaire. Je ne suis pas tout à fait encore partie, donc j'espère bien. Et puis mes successeurs aussi poursuivre, parce que moi aussi j'ai mis mes pas dans les pas de mes prédécesseurs pour la défense de ce pavillon monégasque. Tu dis, je suis pas encore tout à fait partie. Est-ce que c'est ton dernier poste? Je n'en sais rien. Au jour d'aujourd'hui, je n'en sais rien. Parce que je serai à la retraite dans quelques années. de Lafont dit, c'est pas encore tout à fait mon dernier poste. Il y a un brin de mobilité habituelle qui reprend le dessus là. En fait, le souci, c'est que c'est tellement ancré chez moi que je ne sais jamais. Même si ma mobilité, quand même, ça fait 12 ans qu'elle s'est quand même bien réduite. Mais pas dans mon état d'esprit. Dans mon état d'esprit, je me dis que peut-être que je ferai un dernier poste en France, je serai à la retraite dans 7 ans, donc je me dis peut-être un dernier poste en France, ou peut-être poursuivre Monaco. Je n'en sais rien, mais je pense que je ne me résous jamais à me dire je suis ancrée définitivement à un endroit. Je crois que culturellement, ça n'est pas possible. Mais malgré tout, je comprends, hein, mais malgré tout, est-ce qu'à Monaco, tu as réussi à trouver des repères, des choses que tu n'oublieras pas? Sinon, je serais partie depuis plus longtemps. Ah. Non, je suis très heureuse à Monaco, très heureuse dans mes fonctions, sinon je serais partie plus longtemps. Et ça m'empêche pas de garder une fidélité à la France, fidélité à mon administration d'origine. Mais quand je suis en fonction ici, c'est au nom du gouvernement français et au nom du souverain. J'ai pas de souci. Et j'ai d'autant moins de soucis qu'on travaille beaucoup avec la France, et que, en fait, le fait de venir de l'administration française me permet de renforcer les missions de la Dame à Monaco, parce que je travaille avec mon réseau local de Méditerranée, et notamment avec la préfecture maritime, qui va échanger beaucoup avec nous, que je les connais personnellement, parce que comme je suis un peu âgée maintenant, et que à la tête des autres administrations françaises et militaires, ce sont aussi des gens qui ont à peu près le même âge, donc on s'est même parfois croisés sur les bancs de l'école. Mais surtout, ils connaissent mes compétences, donc c'est plus facile pour eux de venir discuter à l'étranger avec des repères. Donc moi, j'ai mes repères avec la France, mais eux ont aussi ces repères via moi, tout en leur faisant bien comprendre toutes les spécificités et la richesse de Monaco. Non, je m'y retrouve complètement, sinon je ne serais plus là depuis longtemps. Alors là, tu disais le pavillon. J'ai compris que le pavillon, c'était un dossier, parce que Maraterras est en train de se terminer, hein, plus ou moins. Oui. Ça va devenir un port comme les autres ports. Alors c'est un port dit d'animation, c'est un petit port avec des petites unités, donc ce sera pas rien à voir avec le port Hercule et le port de Fontvieille, mais ce sera un port emblématique, parce que emblématique d'un quartier, d'un nouveau quartier particulièrement beau, particulièrement innovant, donc spécifique, mais plus esthétique qu'un réel port. Bien sûr. Et là, Maraterras a été longtemps un gros dossier pour la Dame. Là, le pavillon, c'est un dossier. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers dont tu dirais, pour moi, ce sont les piliers de ce qu'on fait L'évolution de la réglementation en matière de la sécurité des navires, ça c'est quelque chose qui est important, qui va avec le pavillon, hein, parce que ça, quand on aura une réglementation spécifique, très inspirée de la réglementation internationale, mais on pourra dire c'est la réglementation monégasque, on renforcera notre pavillon, notre crédibilité aussi à l'étranger, et ça c'est quelque chose d'important. Après, il y a toute la réglementation de mouillage qui nous permettent à la fois de préserver l'environnement marin, mais de rester attractif. Et c'est aussi toujours ça, au niveau de la direction des affaires maritimes, l'équilibre à garder entre la sécurité, donc des règles un peu sévères, mais en même temps rester attractif.
C'est ce que tu parlais tout à l'heure de la liberté. C'est cette liberté encadrée, il faut toujours trouver un équilibre. Rester attractif, qu'il y ait des grands navires qui continuent de venir nous voir, de venir à Monaco, que les gens viennent passer du temps à Monaco et fassent vivre des activités économiques à Monaco. Donc on a un projet là, de zone de mouillage qui part d'une sécurisation du mouillage, d'une préservation de l'environnement, mais autour de ça, on souhaite ensuite greffer des services pour rendre ce projet attractif pour Monaco, c'est-à-dire pouvoir avoir quelque chose qui soit une zone spécifique à Monaco, qu'ailleurs on puisse dire oui mais à Monaco il y a une zone particulière où il y a tel ou tel service, et ça c'est un des projets qui est en cours et qui est particulièrement motivant parce qu'on a sur cet équilibre, et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, l'équilibre entre l'économique et la sécurité. Ouais, on se dit souvent qu'un port, enfin en tout cas un littoral, l'accès à la mer d'une ville, d'un pays, c'est son poumon. Est-ce que dans notre cas, à Monaco, c'est vrai ? Oui, c'est son poumon même au sens premier, parce que vous voyez toute l'urbanisation qu'il y a dans cette ville-État. La mer, c'est l'ouverture, c'est l'aération, c'est ce qui est ouvert. Donc déjà au premier degré. C'est la respiration. Ouais. Ouais, c'est vraiment, ça permet. Tu parlais de poumon, mais c'est la respiration. Donc clairement, c'est le poumon de la principauté. Et puis c'est aussi cette liberté qui reste. C'est quand même très ouvert ici sur les activités nautiques de loisirs, de plaisance. Donc c'est cette ouverture en dehors du côté travail. C'est le plaisir, c'est le côté festif. Et ça, il faut qu'on le garde. Il faut que la mer reste une fête. C'est vrai, ça. Justement, tout à l'heure, on a parlé des eaux territoriales. Et je me demandais, est-ce que pour Monaco, le fait, puisque ça remonte à pas si longtemps que ça quand même, d'avoir des eaux territoriales, c'est François Mitterrand, si je ne m'abuse, qu'il les offre ou qu'il les donne à Monaco à l'époque. Donc ça date des années 80, début des années 80. C'est ça. Est-ce que 84. Est-ce que le fait d'avoir des eaux territoriales, ça a accru la souveraineté de Monaco ou pas ? Eh ben oui, parce qu'on a des eaux territoriales et on pourrait même avoir une zone économique exclusive, c'est à 200 000. La dernière fois que la France a fait des modifications, elle a intégré la possibilité pour Monaco de développer encore plus loin. Si on voulait avoir des projets offshore très importants, on pourrait. Donc c'est le fait d'avoir eu ces eaux territoriales qui nous a ouvert le champ du droit de la mer et d'une expansion éventuelle. Ouais, pour des activités économiques, pas seulement de l'urbanisme en mer. Non, bien sûr. Et des activités économiques, alors... Et même de préservation. Accroître les zones de préservation en haute mer. Et d'ailleurs, les aires marines protégées, hein. Oui, notamment. Monaco est vigilant là-dessus, puisqu'on a été parmi les premiers États à ratifier le traité sur la haute mer, qu'on appelle BBNJ, dont on a parlé très récemment. Il n'y a pas très longtemps. Hein. Oui, les États sont encore en cours, la France est en train de le ratifier. Donc on est en avance sur eux, c'est ça que tu nous dis ? Je veux dire ça, oui. Et tu as siégé là-dessus ? Non, parce que c'était un autre service aux Nations Unies. Moi, je suis dans les organisations spécialisées des Nations Unies, à l'OMI, mais c'était une autre équipe, plutôt des diplomates, qui sont à l'ONU. Et est-ce que ces diplomates-là, ils te consultent ou ils parlent avec toi sur ces questions ? On travaille de toute façon pour tout ce qui est international avec le département des relations extérieures et les diplomates. Donc on a des échanges, bien sûr. Oui. À l'OMI, c'est Isabelle Robosa Brunetto qui est la représentante permanente directe. Moi, je suis là je suis l'adjointe de cette représentante. Donc oui, il y a un discours, il y a un échange constamment, heureusement. Alors, on a parlé carrière, on a parlé mobilité, on a parlé liberté. Moi, ça me plaît beaucoup d'entendre quelqu'un me dire qu'il y a eu beaucoup de liberté. On a parlé de liberté, on a parlé de la famille. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est... parce qu'on a beaucoup parlé de la mer et de ton métier, etc. Et à part ça, c'est quoi, Armelle, si tu devais me dire mon temps libre, que j'imagine pas si libre que ça. Voilà, un petit peu plus libre depuis 2 ans, depuis qu'en dehors de la vie professionnelle, les enfants sont partis faire des études. Moi, c'est la culture et le sport. Le sport, oui. Parce que ceux qui te connaissent te voient pas sur vélo. Voilà, ceux qui me connaissent me reconnaissent sur ton vélo. Oui, sur mon vélo, mais j'aime beaucoup courir aussi. Donc, sinon, la culture en général, les spectacles, la littérature.
Voilà, Ah ouais. essentiellement. Donc c'est ce qui occupe tout mon temps. C'est la culture et le sport quand je ne travaille pas. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à couper. Oui, parce que là, en t'écoutant, je me dis, en fait, un dame, il peut te solliciter tout le temps. En fait, c'est ça. Il peut être sollicité tout le temps, on ne l'est pas sollicité tout le temps, mais potentiellement on peut l'être. Donc le portable, il n'est jamais éteint. On a un peu de garde tout le temps. Une astreinte presque tout le temps. Et dans les faits, je n'éteins jamais mon portable pour des raisons professionnelles. Et je ne sais pas passer un jour de vacances sans regarder comment se passent les activités. Non, et ça, je ne sais pas faire. Non. Et ça, c'est parce qu'il y a eu ces nouvelles technologies. Je savais le faire avant. Aujourd'hui, je ne sais plus le faire. Mais parce que c'est un métier qui me passionne et j'ai ce sens de l'intérêt général, ou même quand je suis en vacances, la priorité passe. Et mes enfants m'ont souvent reproché quand on faisait des vacances et des visites où c'est toujours là que se passe quelque chose. Évidemment. À Monaco, et où je passe la moitié de la visite au musée au téléphone. Ouais, moi j'ai un souvenir dans le musée de l'Acropole à Athènes où mon téléphone, j'ai passé 20 minutes au téléphone avec tout le monde qui me disait sérieusement là. Bah oui. Voilà, j'ai souvent eu ce type de. Mais ça, c'est quand on a un métier qui nous tient à cœur, particulièrement. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Une bonne continuation au bord de la mer. Oui. 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 Et les filles alors ? Est-ce qu'elles travailleront sur la mer aussi ? Ah, j'ai des espoirs sur la dernière. J'ai des espoirs sur la dernière, d'abord parce qu'elle est voileuse. Elle a beaucoup pratiqué la voile au Yacht Club. Elle est arrivée plus jeune et donc elle a été plus formatée à la mer. Après, elle est peut-être un peu plus proche de sa mère, parce que les deux autres sont jumelles et sont déjà très proches. Donc elle fait du droit, elle aime la mer. Je me dis qu'il y a moyen qu'à un moment le droit et la mer se rencontrent. Bon, elle n'est qu'en 2e année de faculté et elle fera bien évidemment ce qu'elle voudra, mais elle a un goût déjà pour le droit, la mer, les cérémonies militaires, elle aime bien ça aussi, mais parce que je l'ai amenée très jeune, parce que comme c'est un enfant un peu turbulent, je l'ai challengée, mais je me suis un peu challengée aussi, et je l'ai souvent amenée à des cérémonies militaires pour voir si elle arrivait à tenir, et non seulement elle a tenu, mais aujourd'hui elle aime ça. Elle aime bien, elle a un goût pour le cérémonial et ces choses-là. Donc peut-être, mais elle fera ce qu'elle voudra. Une autre de mes filles est dans la mode, donc non, assez loin. Non. Et la deuxième jumelle dans le commerce en général. Du luxe, certes, mais c'est le point commun avec Monaco, c'est tout. Eh bien, merci Armelle, merci beaucoup. Merci beaucoup Geneviève.